Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur nos antennes. Le sommaire. Le général Edi Kapand, tout récemment nommé commandant de la 22e région militaire par Félix Tshisekedi, a pris officiellement ses fonctions. La cérémonie des remises de l'étendard s'est déroulée ce vendredi 3 novembre au camp-major Vango de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Les agents des entreprises publiques RVA et ONATRA sont en colère depuis que le gouvernement congolais a conclu des contrats avec des entreprises privées qui menacent les intérêts des agents congolais. À la RVA, on déplore les parts accordées à la société turque Milvest et à l'ONATRA, on proteste contre la cession des concessions portuaires. Arrangement conclu par les autorités sans prévoir le sort des agents. Le retour de la saison de pluie, la capitale a relancé le calvaire des Quinoises et Quinois. Plusieurs dégâts ont été enregistrés un peu partout avec la pluie du jeudi 2 novembre 2023. Ce qu'il est pour les engins motorisés et se déplacer pour les piétons était impossible. Et voilà comment aussi le général de brigade Edi Kapand, tout récemment nommé au sommet du commandement de la 22e région militaire qui comprend le sud du pays, a pris officiellement ses fonctions ce vendredi 3 novembre 2023. La cérémonie de remise de l'étendard, emblème de la nation, s'est déroulée au camp militaire Vango, situé dans la commune de Kompemba, en la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Témoin privilégié de cet événement, le lieutenant général Lessi Kaboué Assindafal, chef d'état-major de la force terrestre, suivait un des moments forts de cette prise de fonction. Général de brigade Kapand Irung Edi, je vous remets cet étendard, symbole du commandement de la 22e région militaire. Vous le garderez jalousement, vous le protégerez, vous le défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Et voilà, parlant processus électoral en RDC, la bataille pour les provinciales dans la ville de Kinshasa s'annonce très difficile pour les nombreux candidats en lice. La disproportion qui apparaît entre la quantité de postulants en surnombre et le quota prévu pour les sièges de chaque ressort est incroyable et exagérément inadéquat. Rapport de ce scrutin électoral pour les 26 communes dans cet élément. Reportage. La Commission électorale nationale indépendante CENI, en sigle, a procédé tout récemment à la publication de la liste des candidatures et la proportion des sièges à pourvoir pour chaque commune de la capitale. Ainsi, pour la commune de Bandalungwa, 113 candidatures vont batailler sur le terrain pour un fauteuil à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À Barumbu, 110 pour un siège. Bumbu, 112 pour un siège. À Gombe, 103 candidats pour un siège. À Kalamu, 232 postulants pour 2 sièges. À Kasavubu, 124 pour un fauteuil. À Kimbaseke, 611 candidats pour 5 fauteuils. À la commune de Kinshasa, 126 pour une place. À Kitambo, 101 candidats pour une place. À Kisenso, 256 candidats pour 2 places. À Lemba, 271 candidats pour 2 sièges. À Massina, 3 sièges pour 375 candidats qui vont s'affronter sur le terrain de la population des votants. En Galima, 618 candidats pour 5 sièges. En Ngiringiri, 98 postulants pour un siège. En Sélé, 351 candidatures pour 3 fauteuils. Bref, il ressort que pour les 44 sièges disponibles dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK, au total, 5245 candidats se bousculeront pour les obtenir. 5245 candidats pour 44 sièges. Et qui va douter que la politique est le travail le plus prisé en République démocratique du Congo?
Le processus électoral préparé par la Commission électorale nationale indépendante CENI est un véritable défi à relever et à réaliser à la date prévue sur le calendrier. Loin de se distraire, la CENI poursuit son contrat avec la société sud-coréenne Miru System qui exécute fermement plusieurs tâches lui confiées, dont celle particulièrement de la fabrication des bulletins de vote personnalisés. Aperçu de cette opération dans cet élément de la centrale électorale. Suivez. Sur place à l'usine de Miru System à Séoul en Corée du Sud où ces matériels sont fabriqués, c'est déjà la dernière étape de production des bulletins de vote personnalisés. La délégation de la Commission électorale nationale indépendante en mission en Corée du Sud, conduite par le directeur Jean-Baptiste Isipo, a suivi toute la procédure de fabrication de ces bulletins de vote personnalisés qui se fait en 3 grandes étapes, à savoir la zone de l'impression avec le QR code par circonscription électorale, la zone de vérification et collation et enfin le conditionnement avant la palettisation, le filmage et le transfert dans une zone tampon avant l'embarquement pour l'aéroport international d'Échiam de la direction logistique de la CENI. L'équipe managériale dirigée par le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, qui suit de près l'évolution de la production de ces matériels sensibles, insiste sur le caractère personnalisé de bulletins de vote par circonscription électorale. Autre travail pas moindre qui se fait à l'usine Miru System, c'est le conditionnement des bulletins de vote personnalisés avec des étiquettes spécifiques et la mise en plastique pour éviter tout désagrément dû aux intempéries. Avant d'être empaqueté, chaque lot de bulletins de vote est minutieusement vérifié par une équipe d'experts qui s'assure que le QR code correspond réellement à ce qui est sur le paquet du bulletin. Ainsi, s'ensuivra l'étape de la mise en carton. Chaque carton contient précisément 15 paquets de 250 bulletins de vote. À l'étape de la palettisation des cartons de bulletins de vote, la page de couverture qui facilite la distribution indique le hub logistique principal, la province, la circonscription électorale, le nombre de bulletins de vote à l'intérieur, une carte d'initialisation du DEV, une carte d'ouverture, une carte de transmission et une carte de clôture de vote. Sachez que la base d'une palette de bulletins de vote est de 32 cartons. Toutefois, une palette peut contenir 1 ou 2 cartons. Ces palettes, une fois filmées, sont directement transférées à une zone tampon avant l'embarquement pour l'aéroport, direction la République démocratique du Congo. Il faut noter que les élections du 20 décembre 2023 sont irréversibles et que la centrale électorale ne ménage aucun effort pour la réussite des scrutins. Entre-temps, la société civile et les notables du Grand Bandundu ont échangé avec Mme Nana Manonina, ministre déléguée près le président de la République et Félix Antoine Tshisekedi autour des efforts à entreprendre afin que la paix, la sécurité, l'ordre et l'entente reviennent au territoire de Kwamout, en la province du Maïndomé. Suivez les propos du porte-parole des notables et de Mme la ministre. Il n'est pas normal que Kwamout, qui est à côté de Kinshasa, et le Kwango puissent être en ébullition alors que le chef de l'État est là, l'armée est là. Nous espérons que, à dater d'aujourd'hui, les mots Bondo ne vont plus déranger les gens et qu'à Kwamout, nos frères pourront rentrer pour se préparer afin qu'il y ait des élections inclusives. La notabilité faisant partie de la société civile du Grand Bandundu est préoccupée par rapport à tout ce qui se passe dans l'espace Grand Bandundu, précisément à Kwamout. Je vais juger cet acte ici responsable. C'est ce que la notabilité, d'une façon générale, devait normalement faire, au lieu de se ranger du côté de ceux qui instrumentalisent négativement. Il faut porter les soucis comme ils l'ont fait, de venir parler au chef de cette préoccupation-là, de vite intervenir pour que cette population participe aussi activement aux élections comme d'autres fils et filles du Congo. Eh bien, changeons des chapitres. Les agents de l'ONATRA Bomar, en la province du Congo central, s'opposent au projet de mise en concession de ports maritimes et de Boma-Matadi. Ils l'ont fait savoir lors d'une rencontre de sensibilisation organisée par le président de l'intersyndicat de l'ONATRA qui a effectué une mission à Boma. L'objectif étant de sensibiliser les agents E4 de l'ONATRA contre ce projet qui viserait à mettre à la disposition d'une firme privée une partie des activités de ce port. Suivez.
D'ici la fin du mois de novembre, en cours, le projet de mise en concession des ports de Boma et Matadi sera mis en exécution. C'est ce qui ressort du contrat impliquant une firme française et l'État congolais. Seulement, ce projet inquiète l'intersyndicale nationale de l'ONATRA quant à l'avenir de ces entreprises et de son personnel qui risquerait de se retrouver au chômage. C'est ce qui a conduit le président de l'intersyndicale de l'ONATRA, Armand Ossassi, à effectuer une mission de sensibilisation de tous les agents et cadres à Boma pour dénoncer ce projet. Dans son discours de sensibilisation et d'éveil de conscience devant les travailleurs de Boma et Bas-Fleuve, Armand Ossassi a démontré le danger que l'entreprise court si rien n'est fait pour empêcher l'exécution de ce contrat. Aujourd'hui, le port de Boma, c'est presque quasi rien. Vous allez constater ensemble avec nous qu'il y a des navires au niveau des mouillages qui préfèrent aller vers Matadi. C'est inacceptable. Aussi, informer aux travailleurs les dangers que traverse cette société. Vous savez qu'il y a un contrat signé entre l'État congolais et le groupe des Français. Et ce contrat aujourd'hui, une fois exécuté, c'est vraiment la disparition pure et simple de l'ONATRA. Et nous ne pouvons pas accepter, en violation grave des articles 56, 57 de la Constitution. Les agents de l'ONATRA attendent voir ce qui va arriver après cette sensibilisation, espérant que leur cri d'alerte soit entendu pour sauvegarder les intérêts de leur entreprise. Toutefois, il convient que les initiateurs du projet arrivent à convaincre les agents et cadres de l'ONATRA sur le bien fondé de ces projets, s'il permettra de relancer cette grande entreprise qui peine à sortir de sa situation financière difficile, avec parfois quelques mois d'arriérés des salaires des agents. Le conseil d'administration de la société turque Milvest a annoncé tout récemment à l'opinion publique que la société allait gérer pendant 49 ans l'hôtel 5 étoiles de 19 niveaux avec 240 chambres au centre financier de la Gombe ainsi que le nouvel aéroport international de Njili durant 29 ans. N'ayant pas toutes les lumières sur les termes exacts du contrat en ce qui concerne la régie des voies aériennes congolaises RVA, plusieurs agents de cette entreprise du portefeuille décrit cet accord qui signe sans façon la fin de carrière de milliers d'agents congolais. Élément du reportage. Le partenariat conclu par le gouvernement congolais et l'entreprise turque Milvest prévoit d'injecter une somme de 1,2 milliard de dollars américains pour la construction d'un nouvel aéroport international de Njili. En fait, bien que le financement de ce projet sera assuré à 100% par la société turque, en revanche, l'opinion publique en général et les agents de la RVA, Régie de voies aériennes en particulier, protestent contre ce mode de contrat dit de partenariat public-privé. Les agents syndicaux de la RVA sont mal à l'aise et s'interrogent si cela sera profitable au peuple congolais et si ça valait la peine. D'autant que certaines clauses du contrat engagent la société turque Milvest qui se propose de gérer l'aéroport international de Njili durant 29 ans. C'est cette durée, près de 3 décennies, qui les pousse à croire que leur sort est compromis par la faute des autorités congolaises. Mais à mal dans le sens où, quand il sera mis en exécution, et il va demander à ce que cette entreprise, c'est-à-dire la RVA, se désengage de tout son personnel. C'est une disposition que nous trouvons qu'elle est en train de violer la constitution du pays. Mais pourquoi recourir à un contrat de partenariat public-privé? Le recours au partenariat public-privé permet à l'État en difficulté d'exécuter rapidement un programme d'investissement ou de relance, mais des années durant, rien n'a été fait, faute de bonne gouvernance et de manque de financement. Or, avec le financement de la société Milvest, qui détient presque toutes les parts, ces agents congolais qui ont signé des contrats à durée indéterminée avec la RVA entrevoient d'avance leur écartement alors qu'aucune provision ne présage côté gouvernement des indemnités ou des fonds de retraite. Pour ce faire, ils indexent certaines autorités. Les agents RVA sont à la RVA de par un contrat de travail à durée indéterminée. Il y a des procédures pour que ces contrats-là soient résiliés. Mais ce n'est pas pour les cas dans ce contrat-là. Pour information, Milvest finance les travaux de construction non seulement du nouvel aéroport international de Njili. Pour information, Milvest finance
les travaux de construction non seulement du nouvel aéroport international de Ndjili, mais aussi du centre financier et commercial de la Gombe, juste en face du ministère des Affaires étrangères, centre que Milvest se propose de gérer pendant 49 ans et l'aéroport durant 29 ans. Et l'inspection générale des finances et IGF va à la conquête pour attirer les ressortissants congolais vivant en Europe à venir investir au pays. C'est à travers les conférences et autres activités que l'IGF fournit l'effort pour convaincre la diaspora congolaise à revenir faire les affaires en République démocratique du Congo. Suivi. Conscients de la réticence des investisseurs à cause du climat des affaires longtemps caractérisé par la corruption et les détournements des deniers publics, l'inspection générale des finances, IGF en cycle, est engagée dans la lutte contre ces fléaux. C'est dans ce cadre que l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, est en mission en Europe pour expliquer les différents mécanismes mis en place par l'organe technique qu'il dirige pour stopper l'hémorragie des coulages des recettes et finances publiques en République démocratique du Congo. Il l'a fait au cours d'une conférence débat organisée à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Les gestionnaires, nous distinguons 3 types de contrôles aussi. Les contrôles a posteriori, les contrôles concomitants et les contrôles a priori. Quand on dit selon les moments que le contrôle, selon les moments du contrôle, ça signifie quoi? Ça signifie que le contrôle est exercé sur les actes de gestion. Quand on dit le contrôle selon les moments, le contrôle peut être exercé après l'acte de gestion, ça peut être exercé pendant l'acte de gestion, comme ça peut être exercé avant l'acte de gestion. Et tout ceci est prévu dans les lois de la République démocratique du Congo. Rappelons que l'IGF a pour mission générale de contrôler, auditer et évaluer en matière administrative, économique et financière. Parlons religion à présent. Au cours de la séance de prière organisée le jeudi 2 novembre 2023 dans son église, l'évêque de Dokamba, qui se considère toujours comme le président et représentant légal de l'église du Réveil du Congo, ERC, a livré plusieurs prophéties contre tous ceux qui, selon lui, déstabilisent l'église, éternisent la réputation comme l'image des hommes de Dieu en République démocratique du Congo. Pour rappel, les communautés de l'église du Réveil du Congo sont dans la tourmente depuis la confusion qui règne autour de la présidence disputée entre les pasteurs Dodo Kamba et Paul David Olangi. Suivez une des prophéties de l'évêque Dodo Kamba. Si je suis prophète, je lève ma main devant l'église, devant les chefs de confession religieuse, devant les serviteurs de Dieu. Je déclare de la mission que l'Éternel m'a donnée, tous les ennemis de la vérité, tous les ennemis de l'église, tous les ennemis de l'église du Réveil du Congo, dans les 50 jours qui viennent, que Dieu puisse les réduire en rien. Que la sorcellerie termine. Notre mission, c'est d'éradiquer les antivaleurs. Les alliances des ténèbres, c'est terminé. C'est le temps de la lumière. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps de la prospérité des églises et des pasteurs. C'est le temps de l'œuvre de la croix. J'engage le ciel. Que le Dieu créateur écoute ma prière. Tout celui qui pense dans sa tête que la mort des autres, la destruction des pasteurs, la destruction des églises, qu'il tombe dans sa propre tombe dans les 50 jours qui viennent, qu'on ne parle plus de l'humiliation de l'église, qu'on ne parle plus de la destruction de l'église, car Dieu est Dieu.
En société, pour finir, la pluie qui s'est abattue le jeudi 2 novembre 2023 à Kinshasa a sérieusement perturbé la circulation une fois qu'elle est terminée. Plusieurs quartiers de la capitale se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Le centre-ville de Kinshasa n'a pas été épargné. Dans cette partie de la capitale, beaucoup d'artères se sont retrouvées sous les eaux et la circulation a été perturbée. De nombreux automobilistes ont été piégés dans les embouteillages durant de longues heures. Du coup, ils se sont plaints du mauvais état des routes et du manque de curage des caniveaux. Regardez. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Ces vieilles adages ne se vérifient pas toujours à Kinshasa. Chaque fois qu'il pleut abondamment, le spectacle est quasiment le même. Les Kinois subissent des inondations dans beaucoup de quartiers de la capitale. Les principales artères du quartier des affaires ont été baignées sous les eaux suite à la pluie de cet après-midi. Les automobilistes et les piétons ont eu du mal à circuler librement. On se croirait dans un lac artificiel ici devant l'hôtel du gouvernement provincial. Un peu plus loin, sur l'avenue des Huileries, même constat, les eaux de pluie stagnent, créant ainsi des embouteillages. Les piétons sont obligés de se laisser transporter au dos moyennant 1000 francs congolais pour traverser de l'autre côté. C'est un problème de canalisation d'eau. Donc on n'a pas prévu vraiment des canalisations capables qui pourra permettre à l'eau de circuler. Donc ça bloque la route, on ne peut pas passer, ça monte jusque sur la chaussée. Donc c'est presque impossible de passer. Donc je pense qu'on doit revoir sur les canalisations du centre-ville et de partout. Dadi Kabea est un automobiliste. Il pense que ces eaux de pluie stagnent parce que les caniveaux ne sont pas régulièrement curés. Il a dans la foulée lancé un appel au gouvernement provincial de Kinshasa pour éviter ceci dans l'avenir. Le problème est que il y a des embouteillages monstres à cause des eaux sur les artères. Les caniveaux sont bouchés au lieu que la voie soit libre pour faciliter le passage. Les chauffeurs fuient les eaux de pluie avec le piéton et ça crée les embouteillages. C'est pourquoi nous demandons au gouverneur d'envoyer les gens curer ces caniveaux pour que l'eau coule facilement. Avec la saison pluvieuse en cours, les Kinois ne sont pas au bout de leur peine. Les autorités devraient prendre des dispositions pour curer les caniveaux et éviter les inondations. C'est tout pour ce soir. Place au rappel des titres. Le général Edi Kapand, tout récemment nommé commandant de la 22e région militaire par Félix Tshisekedi, a pris officiellement ses fonctions. La cérémonie des remises de l'étendard s'est déroulée ce vendredi 3 novembre au camp-major Vango de la ville de Lumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Les agents des entreprises publiques RVA Onatra sont en colère depuis que le gouvernement congolais a conclu des contrats avec les entreprises privées qui menacent les intérêts des agents congolais. À la RVA, on déplore les parts accordées à la société turque Milvest et à l'Onatra, on proteste contre la cession des concessions portuaires. Arrangement conclu par les autorités sans prévoir le sort des agents. Le retour de la saison de pluie, c'est la capitale a relancé le calvaire des Kinoises et Kinois. Plusieurs dégâts ont été enregistrés un peu partout avec la pluie du jeudi 2 novembre 2023. Ce qu'il est pour les engins motorisés de se déplacer pour les piétons était impossible. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Bon suite du programme sur nos antennes. Au revoir.